Question très simple pour commencer. C'est quoi une fake news? Ce mot qui est devenu à la mode, évidemment, qui a même, je crois, été élu mot de l'année par le dictionnaire Collins. C'est quoi une fake news? J'aimerais avoir très rapidement, pour chacun d'entre vous, une définition. Madame la députée, pour vous, c'est quoi une fake news? C'est ouvert. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Nous avons eu le débat et nous avons eu le débat juridique. La fausse information, ça peut être plein de choses en même temps. Est-ce que c'est une information diffusée intentionnellement ou pas? Est-ce que c'est une information qui serait une erreur ou un mensonge, une tromperie? De quelle manière elle est diffusée? C'est à toutes ces questions qu'on a essayé de répondre. Ce que nous avons voulu faire, c'est sécuriser en ayant une définition précise. Et ce que nous proposons, c'est de définir la fausse information comme un fait. Ça veut dire qu'on extrait de la fausse information les jugements et les opinions de valeur sur lesquels, effectivement, il ne faut pas légiférer. Et on considère que c'est toute information mensongère ou trompeuse. Bien. Pour résumer. N'allons pas trop vite. On reparlera le débat en effet 5 heures, vous voyez, de l'arsenal juridique. Et pour vous, qu'est-ce que c'est une fake news? Alors c'est un terme qui est en fait un piège et qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ça veut dire en gros une désinformation, mais disons qui est motivée, qui a un agenda de propagande derrière. Mais c'est un terme qui ne veut plus rien dire parce qu'il est employé par les principaux promoteurs de fausses informations aujourd'hui. Fake news, Trump en parle, les Russes en parlent, la fachosphère en parle. Donc c'est un terme un peu glissant, un peu dangereux, même si on se comprend un peu tous. Dernière petite chose, pour moi le terme fake news, si en gros on pense que c'est une désinformation, ça existe depuis toujours, bien sûr. J'y ajouterai une particularité pour moi, c'est que le terme est plutôt une sorte de désinformation, mais qui incube dans un espace particulier que je considère être les réseaux sociaux. Bien. Christophe, vu de l'AFP, c'est quoi une fake news? Vu de l'AFP, ça marche. Nous, justement, on est des praticiens de l'information et de notre point de vue, une fake news, c'est une manipulation, c'est un canular, c'est une rumeur qui va avoir un impact significatif, qui va du coup avoir un impact sur le débat public, sur l'opinion éventuellement, sur le débat politique. Et c'est là que pour nous ça devient un problème dont il est urgent de s'occuper. Thomas? Écoutez, je crois que ce qui fait effectivement la fake news, même si le terme est certainement maladroit, ça revêt des tas d'aspects très différents qui ont été cités. Je crois que ce qui différencie vraiment les nouveaux mensonges des anciens mensonges, c'est l'intentionnalité qu'il y a derrière. Et donc, cette intentionnalité, mais aussi ses conséquences, notamment dans l'écosystème dans lequel elles apparaissent. À titre indicatif, ces différents réseaux sur lesquels propagent les fake news n'ont pas le même comportement face à la vérité et au mensonge. Une vérité est démontrée comme vraie assez rapidement, alors qu'un mensonge est très très dur à débunker, pour utiliser le terme précis. Et donc du coup, ce terme de fake news qui englobe beaucoup de choses, en fait, il ne prend pas assez suffisamment, à mon sens, l'idée de l'intentionnalité, ce qui fait toute la différence ensuite dans l'utilisation qui est faite de ce mensonge. Ségolène, est-ce qu'il y a une nuance que vous souhaiteriez apporter par rapport à ce qui a été dit? Non, pour moi, une fake news, ça reste une fausse nouvelle, mais effectivement, ce qui change vraiment, c'est sa capacité à se propager et à se démultiplier, contre lequel on est mal préparé, nous, en tant que journalistes, en fait. Et enfin, Albert Moukébert. Merci, je rajouterais peut-être un truc, c'est qu'une fake news, pour moi, dépend aussi d'un point de vue, d'une perspective, c'est-à-dire la fake news, ça dépend de ce qui est la personne qui la reçoit. Donc une fake news, c'est une personne qui croit que quelque chose est faux, alors que d'autres personnes la croient vrai. Et la deuxième chose, c'est que fake news, aujourd'hui, c'est aussi devenu un mot pour décréditer des gens. Donc quand je veux décréditer quelqu'un, je peux juste l'accuser de fake news, indépendamment de si c'est vrai ou pas. Donc il y a cette dimension d'intentionnalité, mais des fois on a des fake news qui viennent, par exemple, du Gorafi, où il n'y a aucune intentionnalité. Bien sûr. Donc on va condamner, donc c'est un point de vue. Même si c'est pas vraiment une fake news, ça le devient selon la perspective et la personne qui est en train de la voir. Il y a l'intentionnalité de faire rire. Bien sûr. Mais des fois, c'est repris comme si c'est quelque chose de sérieux par quelqu'un d'autre qui ne sait pas. Une fake news. Christine Boutin, exactement. Une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une information vérifiée et recoupée. C'est édifiant, ce constat qui est fait par une étude d'il y a 2 ans. Alors, Naïma Mouchou, vous avez le terme de la loi, de la proposition de loi, c'est toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeur. Il y avait vraisemblable dans une première version.
Ça a été enlevé. Alors, voilà, on a la formulation exacte. Bon, c'est un peu, comment dire, administratif, mais c'est normal. Juridique. Vous vous retrouvez dans ce qui a été dit, sur l'intentionnalité notamment ? Oui, bien sûr, absolument. C'est vrai que ça a été dit, la rumeur existe depuis toujours, on dit que c'est le plus vieux média du monde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est confronté à une viralité qu'on ne connaissait pas. Il est là le danger. Et quand vous dites que une fausse information est propagée 6 fois plus vite, c'est vrai que le constat est extrêmement effrayant. À partir de là, notre questionnement a été comment lutter contre cette diffusion exponentielle. La loi peut le faire, en partie. Encore une fois, en partie. Parce qu'il y a certainement d'autres leviers, notamment l'éducation aux médias est extrêmement importante. J'étais moi encore ce matin dans un collège de ma circonscription pour animer un atelier sur les fake news à des élèves de 9-10 ans. C'était édifiant. Ils ont tous un téléphone portable, ils se couchent avec, ils s'alimentent beaucoup d'informations sur Internet et donc il faut aussi agir sur le plan purement éducationnel. Ce que l'on essaye de faire avec la proposition de loi, c'est d'abord de partir d'un constat qui est celui de... on a constaté en réalité qu'il y avait des campagnes de diffusion extrêmement massives de fausses informations à des moments clés, pendant les campagnes électorales. C'est un souci pour la démocratie. Quand on essaye d'influencer le vote des électeurs, quand on essaye d'influencer ce qu'ils vont mettre comme bulletin dans l'urne, c'est un vrai danger. À partir de là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut agir ? D'abord, extrêmement rapidement, parce que les périodes électorales, ce sont des temps donnés, des instants T, il y a la création d'un juge des référés. Ce juge des référés va permettre, pendant un délai de 48 heures, de venir stopper la diffusion des fausses informations. Parce que notre arsenal juridique jusque-là ne le permet pas, donc on souffrait d'un réel manque. Mais tout cela, on l'a fait, parce que je sais qu'il y a eu énormément d'inquiétudes, vous l'avez dit au départ, Monsieur Toussaint, tout cela, on l'a fait avec à l'esprit de garder l'équilibre entre le droit pour tous les citoyens d'avoir accès à une information qui soit claire et transparente et la liberté d'expression. Ça, c'est fondamental. Nous avons réussi à le faire. Alors, c'est encore une fois très technique, je suis navrée, mais c'est vrai que c'est aussi un questionnement juridique que nous avons eu. Nous l'avons fait en délimitant le champ d'application du juge des référés. Rapidement, parce que c'est vraiment important, le juge des référés n'interviendra d'abord qu'en période électorale. Il n'interviendra que s'il est face à une diffusion massive et artificielle d'informations, parce que sont visés en fait les systèmes automatisés, les contenus sponsorisés ou les bots. Et il n'intervient que si la diffusion de l'information est intentionnelle. On en a parlé au tout début. Qui saisit ce juge ? Alors, qui saisit ce juge ? Alors, juste un mot sur l'intentionnalité. C'est très important dans le système. Ça veut dire qu'on ne vise que ceux qui ont diffusé une information alors qu'ils savaient qu'elle était fausse. Et évidemment, on ne vise pas les journalistes, ni dans l'esprit, ni dans le contenu. Le journaliste peut diffuser une fausse information, il le fait par erreur. Il ne le fait pas avec l'intention de nuire. Qui peut saisir ? Il s'agit évidemment du candidat ou du groupement politique, mais pas seulement. Tout électeur, si le juge considère qu'il a un intérêt à agir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une menace à la démocratie, donc on a considéré qu'il fallait ouvrir le champ de l'action du juge des référés. Mais c'est très important. On a eu comme fil conducteur cet équilibre liberté d'expression, droit à l'information et démocratie et droit de vote. Alors, on va vous faire réagir évidemment nos invités à ce que vous venez de dire, qui est au cœur en effet de ce qu'on pourrait appeler une polémique. Alors Thomas, déjà, il faut peut-être rappeler qu'il y a déjà une loi en fait. Il y a déjà une loi contre les fausses nouvelles. Il y a déjà, oui, la loi de 1881 qui encadre de manière assez précise la diffusion d'informations dans notre pays et qui prévoit, je ne sais plus si c'est l'article 25 ou l'article 27, de sanctionner de manière 27, voilà, de sanctionner de manière très dure ceux qui diffusent intentionnellement des fausses informations. Cet article de loi est tellement facile à appliquer, à utiliser que, je ne sais pas, vous avez le chiffre, mais je ne sais pas combien de fois il a été utilisé depuis 150 ans, mais c'est très très peu. Une journaliste de Europe 1 disait récemment que c'était une dizaine ou une quinzaine de fois, mais donc du coup, ça montre bien que l'arsenal juridique est de donner à un juge le fait de vérifier la véracité d'une information, c'est quelque part très difficile. Au-delà du problème de propagation des informations, moi j'ai une question, c'est comment est-ce qu'on arrive à établir en 48 heures l'intentionnalité de définir une fausse information, alors que moi, par exemple,
qui travaille beaucoup sur ces questions. Depuis 2 ans, je n'arrive pas encore à établir le fait qu'il y a eu une intention malveillante de diffuser des fausses informations dans la campagne américaine, alors qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu cette intention malveillante et tout ça. Donc je crois que je salue la volonté de l'État français et de ses représentants de protéger la démocratie. Je crois qu'on peut tous se satisfaire de cette volonté. Je voudrais bien comprendre comment, d'un point de vue pratique, on arrive à réveiller un juge à 4 heures du matin pour lui faire effacer un tweet. Ça, je voudrais comprendre. C'est bon. Le juge des référés, il a l'habitude d'intervenir de manière expresse. Je veux dire, on ne crée pas, c'est pas une nouveauté. Et le juge des référés peut décider en 24 heures aujourd'hui d'aller intervenir dans des entreprises. Il fait des choses bien plus graves matériellement que d'effacer un tweet. Donc cette possibilité, elle existe. Le juge des référés, c'est encore une fois le juge de l'évidence. Il ne juge que ce qui est évident. Il appartiendra à celui qui saisit le juge comme candidat de lui apporter des pièces. Mais lorsque vous cumulez les critères du juge des référés, c'est-à-dire une diffusion artificielle et massive en période électorale, de nature à altérer le scrutin, vous avez déjà des indices de l'intentionnalité. Et encore une fois, il appartient au candidat de prouver. Le juge ne statuera que si c'est manifestement faux. Si ça ne l'est pas, il décidera de dire en conséquence, je n'ai pas suffisamment d'éléments, je ne peux pas dire que c'est manifestement faux. Albert Moukébert. Ah, oui, juste une réaction, oui, rapidement. Il y a un autre problème. Effectivement, que le juge s'intéresse à 1 tweet, 2 tweets, 4 tweets, 10 tweets. Le problème, c'est que cet écosystème particulier des réseaux sociaux ne repose pas sur 1 tweet, mais sur un nuage de dizaines de milliers de tweets. C'est pas juste un simple retweet. Des gens vont reprendre l'information, des gens qui ne sont pas français, des gens qui sont à l'étranger, des gens qui ont un compte qui s'appelle Bibi2000. Donc il va falloir essayer d'identifier qui est derrière. Donc ce qui, moi, me pose problème, disons, dans cette proposition de loi, c'est plutôt la faisabilité. On va pouvoir attaquer en justice un tweet diffamatoire, un tweet qui relaye une information. Il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est pas ce tweet. C'est les dizaines de milliers de copies de ce tweet. Et ça, c'est mécaniquement infaisable d'arrêter, de faire une injonction. Encore une fois, il y a des Américains qui sont proches de la fachosphère française qui ont relayé des fake news françaises. Une injonction aux États-Unis, si c'est pas des Russes. Je parle même pas des choses automatisées, les bots, je parle des vrais gens. Donc moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la limite, l'application réelle. Comment est-ce qu'on arrête un nuage? Comment est-ce qu'on arrête un hashtag? Juste une dernière chose, et après je passe la parole. 2 jours ou la veille de l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu les Macron Leaks. C'était un hashtag. Un hashtag qui a incubé dans la fachosphère et sur les réseaux sociaux, notamment la fachosphère américaine, l'alt-right, qui est d'abord apparu d'ailleurs sur un forum anonyme américain, et qui par porosité a été repris, relayé par des centaines, voire des milliers d'individus. Comment le juge, dans ce cas-là, aurait pu empêcher la diffusion des Macron Leaks? D'ailleurs, on ne les a pas empêchés, c'était trop près de l'élection, c'était la veille ou l'avant-veille. Mais même si c'était... Le vendredi, en effet, avant l'élection le dimanche. Oui, mais le relais de l'information, c'était des dizaines de milliers de tweets d'individus. Comment on arrête des dizaines de milliers d'individus de propager? Même si on en arrête 5, 6, 10, 15. On va donner la parole à M. Moukébert et après, Mme Mouchou répondra. Alors, je voulais juste faire 2 précisions. C'est que là, on parle des situations qui sont claires. Malheureusement, la majorité du temps, quand on travaille sur les fake news, on travaille sur l'ambiguïté. Donc, essayer de trouver les fake news qui sont claires, c'est peut-être 5% des fausses informations. Tout le jeu se joue sur cette capacité à notre cerveau de réduire l'ambiguïté basée sur nos a priori. Donc si moi je crois quelque chose et je suis face à une information ambiguë, je vais réduire l'ambiguïté selon ce que je crois déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la vitesse de propagation des fake news. C'est juste parce que souvent ils sont émotionnels. Il n'y a rien de spécifique aux fake news. Si la France gagne la Coupe du Monde, dans 2 semaines, ça va se propager 1000 fois plus rapidement que n'importe quelle fake news. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que souvent, les gens qui propagent, c'est des gens qui n'ont pas d'intentionnalité de faire du mal. Ils y croient. Et donc, il faut juste une première impulsion par quelqu'un qui a une mauvaise intentionnalité. Et après, ça prend par des gens qui n'ont aucune mauvaise intentionnalité. Donc, aller chercher ces gens et les tenir responsables. Pendant les élections américaines, les bots russes faisaient vraiment ce qu'on appelle une impulsion à l'action, c'est-à-dire ils jettent le truc, et toutes les autres personnes, c'est des gens qui sont de bons citoyens, qui sont bienveillants, qui croient vraiment que leur pays est en danger et qu'il faut le défendre. Et donc comment est-ce qu'on va aller faire culpabiliser ces gens, surtout que dans le cerveau, il y a un effet qui s'appelle le backfire effect. Quand l'État va décider que ça c'est une fake news, on risque d'avoir un effet contraire où les gens se disent on veut taire la vérité. Et donc ça crée une couche de complexité encore plus compliquée. Thomas Huchon. Effectivement, juste sur cette question de la temporalité qui est centrale,
dans la question des fake news. L'université de Warwick aux États-Unis, en Angleterre, avec une autre université américaine, a fait une étude hyper intéressante sur Twitter. Ils essayaient de mesurer comment est-ce qu'on vérifiait une information. Et donc, je vais quand même vous donner le chiffre, parce que j'ai cité l'étude sans donner le chiffre tout à l'heure. Une rumeur qui s'avère vraie est démontée comme vraie en 2 heures. Une rumeur qui s'avère fausse, donc une fake news, il faut 14 heures pour la démonter en moyenne sur Twitter. Ces 12 heures de différence font que les algorithmes de la plateforme jouent à plein pour le faux et sont irrattrapables ensuite. Et donc, vu ces données-là dont on dispose aujourd'hui, même en 24 heures ou en 48 heures pour le juge des référés, ça marche pas. C'est pas possible. Et donc, là, moi, peut-être que on n'est pas au courant, mais que vous allez nous l'apprendre aujourd'hui et qu'on va être ravis. Peut-être que vous allez nous dire que pour lutter contre les fake news, vous allez empêcher les diffuseurs de fake news de travailler. Mais moi, je parle pas de Alain Soral et Alex Jones. Je parle de Facebook et de Twitter. Parce que eux savent, eux voient la propagation, eux voient les messages. Ce qui est intéressant dans ce qu'on entend dans ce début de discussion, c'est la complexité du sujet. On n'est pas face à un sujet vrai ou faux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Christophe, à quel type d'information vous êtes confronté? Juste encore qu'on aille vraiment au fond de ce qu'est une fake news. Je ne sais pas s'il y a des exemples, des choses qui... Oui, il y a des exemples. Alors on peut être surpris parce que même si on essaie d'avoir les yeux ouverts sur le monde dans son ensemble, on n'échappe pas non plus complètement, nous, comme journalistes, à une certaine bulle. Et on s'aperçoit que souvent l'origine des fake news les plus virales, elle se passe sur des comptes Twitter dont la plupart d'entre nous dans cette salle n'avons que très peu entendu parler, sauf à travailler de près sur ces sujets-là. J'avais l'exemple d'un site qui s'appelle La Gauche m'a tué. Là, on est dans la fake news politique, qui a beaucoup de succès en fait. Et donc, alors on a démythifié ou débunké une fake news récemment de La Gauche m'a tué, qui disait que la secrétaire d'État Marlène Schiappa faisait en sorte que la messe ne puisse plus être diffusée à la télévision. Ça a été extrêmement partagé. Voilà. Là, on est dans le domaine de la politique. En fait, on cherche toujours l'intentionnalité. En fait, on cherche toujours nos propres références. Nos références, c'est quoi? C'est la propagande qui a toujours existé. Et donc, la fake news, effectivement, c'est la propagande puissance 10. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a une fake news qui a eu énormément de succès ces dernières semaines, selon laquelle, dans l'État de Californie, on ne peut plus faire sa lessive et prendre une douche le même jour. Oui. Là, l'intention politique, elle est beaucoup moins évidente. Mais donc tout ça pour une troisième, évidemment, tout ce qui concerne la guerre en Syrie. Une autre qui est, je dirais, crypto-politique. Juste avant la Coupe du Monde, l'équipe d'Argentine a renoncé à affronter Israël en match amical. Évidemment, c'est un sujet brûlant pour tous les journalistes. Et puis, il y a une fausse situation de Messi. Disant je n'irai pas jouer dans un pays où on tue les enfants palestiniens, etc. Bon, tout ça a été faux. Ça, effectivement, ça confirme la viralité extrême de ce genre de contenu. Et alors pour nous, en plus, on le constate dans tous nos marchés, c'est-à-dire vraiment partout, dans toutes les langues. Voilà, donc une fake news, c'est tout ça. Mais juste, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur l'ambiguïté, la réduction d'ambiguïté pour nous. Une réponse, bon, il n'y a pas de, enfin, on est tous là parce qu'il n'y a pas de réponse évidente aux fake news apparemment, mais la réponse qu'on essaye d'apporter, nous, c'est aussi une réponse de mise en contexte. Souvent, la fausse information, il y a un petit bout de vrai dedans, et c'est pour ça que beaucoup de gens y croient, y compris des gens pas du tout forcément naïfs. Et amener du contexte, remettre en perspective quelque chose qui a été tronqué, etc. Pour nous, c'est vraiment une part importante du travail. C'est intéressant de comprendre en effet comment se fabrique une fake news. Alors, j'aimerais que Thomas nous dise un tout petit mot, avant qu'on regarde l'extrait, peut-être de contextualiser un petit peu l'extrait de ce film que vous avez réalisé. C'est-à-dire que vous fabriquez un film conspirationniste. C'est ça l'histoire ? Ouais, en fait, durant l'année 2014, on est un certain nombre de journalistes à avoir vu
un lien entre la montée des populismes en Europe et la désinformation sur Internet. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque les théories du complot, qu'on appelle désormais fake news. Et donc, c'était le moment où Spicy, un nouveau média qui était uniquement sur Internet pour faire de l'information de qualité avec un temps long, et avec lequel moi je collaborais à ce moment-là, et je collabore toujours, on voulait voir un peu qui étaient nos voisins sur Internet, et notamment tous ceux qui désinformaient. Et donc, pour mesurer leur capacité à faire le travail de réinformation dont ils se revendiquaient, eh ben, on a inventé un mensonge. On s'est infiltré dans ces réseaux, enfin je me suis infiltré dans ces réseaux avec une fausse identité sur Internet, et on a diffusé un faux film dont on va vous raconter l'histoire, mais grosso modo l'histoire c'est que le sida a été inventé par la CIA pour s'attaquer aux Cubains, que c'est la vraie raison de l'embargo, que la CIA a inoculé clandestinement le Che Guevara avec le sida dans son sommeil, que le Che, en allant en Afrique, a répandu la maladie, et que du coup, pendant ce temps-là, les Cubains ont découvert le vaccin contre le sida avec leur super médecine. Et donc, la fin de l'embargo dont on vous parle depuis 2 ans, c'est un mensonge, c'est une manipulation, ça n'est lié qu'à la volonté des multinationales avec Barack Obama et François Hollande pour récupérer ce fameux vaccin sur le dos du peuple cubain, victime expiatoire. Et donc, voilà. Et donc, cette histoire, on a créé ça durant l'année 2015. Je suis pas certain qu'on referait ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que malgré tout, même si 2015 c'est pas si loin, c'était un autre univers de l'information. Et on n'était pas encore complètement dans l'espèce de délire dans lequel on est aujourd'hui. Juste, je précise que nous, on est quand même des journalistes sérieux, que tout ça, il a fallu moi que mon patron me convainque vraiment de faire ce truc-là, parce que moi, faire info, je trouvais ça un peu compliqué. Et donc, on a mis tout un tas de barrières, notamment technologiques, afin de suivre complètement ce mensonge. Ce qui prouve bien que c'est possible de les suivre. C'est juste un petit point au passage. Mais voilà, regardons l'extrait. Extrait donc de Comment nous avons piégé les complotistes de Thomas Huchon. Au bout de quelques jours de travail, voilà donc à quoi ressemble notre film conspirationniste. Nous avons utilisé les codes du genre, une musique inquiétante et obsédante, et une photo choc pour démarrer. Puis un chiffre qui donne immédiatement l'ampleur du complot. Un titre accrocheur qui sous-entend l'idée d'une vérité cachée. Sans oublier la dédicace aux victimes. Les conspis adorent ça. On présente le contexte sur un ton qui se veut neutre. Après 50 ans de combat avec son ennemi cubain, le blocus américain est sur le point de se terminer. Barack Obama et Raúl Castro se serrent même la main. Mais cette image dissimule des années de mensonges d'État. On se raccroche à l'actualité, mais bien entendu, il y a un loup. Et derrière, on place les épouvantails habituels. Services secrets, complot scientifique, intérêts financiers. Voilà la thèse du film. La CIA a inventé le sida pour en faire une arme bactériologique. Elle s'en est servie dans sa lutte contre les Cubains. Si l'Amérique est aujourd'hui prête à retourner à Cuba, c'est pour des raisons inavouables. Les Cubains ont découvert le vaccin contre le sida et les multinationales américaines entendent bien se l'approprier. Pour illustrer tout ça, des documents trouvés sur le net, des tableaux compliqués qui font sérieux, et bien sûr, des preuves cachées que vous n'aurez même pas le temps de lire. Et pour les vidéos, il y a YouTube. On récupère l'interview d'un juriste américain et on la sort de son contexte. So the government created AIDS. That's exactly correct. Spread it. That's exactly. Alors, ça nous fait sourire, évidemment, mais ça a marché. Bah ouais. Après, c'est très difficile d'estimer si une vidéo sur Internet marche ou pas. On n'a pas du tout fait des millions de vues sur YouTube, mais c'était pas notre ambition. Nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est que quelqu'un qui n'existe pas, qui n'est pas un média, qui n'est pas une tribune politique, était capable de créer un mensonge et en 3 semaines de le faire reprendre par les principaux sites complotistes, des sites qui avaient des audiences à 1 ou 2 millions de visiteurs uniques par mois. Et surtout, voilà, donc il a été vu 10 000 fois sur YouTube, partagé plus de 1000 fois sur Facebook. Et effectivement, il a essaimé. Nous, on a
supprimé ce film au bout de 3 semaines de YouTube, on a utilisé une méthode assez simple, c'est-à-dire qu'on a respecté les conditions d'utilisation de YouTube. C'est-à-dire qu'on a mis une musique dont on avait payé les droits. Et du coup, YouTube a un algorithme magique qui permet en 15 secondes de faire disparaître une vidéo. C'est génial, non mais moi j'ai trouvé ça super. Ça m'a vachement rassuré sur notre capacité à agir. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment possible de faire des choses. Non, juste pour vous dire que ce film, donc Conspi Hunter, comment nous avons piégé les complotistes, qui est un film qui dure 45 minutes, c'est devenu un outil pédagogique. À la demande de tout un tas d'enseignants sur le terrain. J'en vois d'ailleurs un dans la salle. Je me suis rendu depuis janvier 2016 dans plus de 95 classes, dans plus de 70 villes à travers la France, afin de faire ce qu'on appelle, nous, l'expérience Conspi Hunter. On montre ce film, ce faux, sans rien dire, aux élèves qui y croient, bien entendu, et qui nous expliquent que tout ça c'est vrai, qu'ils en ont entendu parler, mais oui, on voit la preuve de la CIA, monsieur, bien entendu. Et derrière, on leur montre le vrai film qui dit que tout ça est un mensonge. Bien sûr, ils tombent de leur chaise, ils sont pas très contents, et du coup, on discute ensuite pour essayer d'établir ensemble la manière de vérifier une information. Et donc de sortir de cette séance avec 4-5 questions très basiques, très simples, à se poser pour essayer de vérifier une information. Et moi, je suis rentré dans ces classes avec beaucoup d'appréhension. On était dans l'année 2016, qui était pour beaucoup de confrères très douloureuse, après Charlie, après les attentats, après tout ça. Et en fait, je ressors de ces séances avec un immense espoir dans la jeunesse de mon pays, ce qui est quand même pas rien, mais avec quand même une vraie inquiétude, c'est la vraie porosité de tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont très envie de comprendre, ils ont de bons réflexes, ils l'utilisent pas au bon moment. Et je me permets de profiter de la présence de Madame le député avec nous, la députée, pardon, pour lancer un immense appel à l'éducation aux médias. Et demander que notre initiative, qui en est une, mais il y en a plein d'autres, soit plus soutenue demain. C'est la seule vraie manière de lutter contre la désinformation, c'est d'équiper les cerveaux. Et donc, on a vraiment besoin de moyens, on a vraiment besoin de soutien. Et donc voilà, donc je me permettais juste de faire la petite... Sur la même longueur d'onde, absolument. C'est pour ça que je fais tous ces ateliers dans ma propre circonscription, mais il faudrait effectivement que ce soit dans tous les programmes scolaires. Mais je vous emmène quand vous voulez avec moi. C'est intéressant de voir en effet la fabrique d'une fake news, mais même au-delà de ça, Albert Moukébert, il y a une question presque encore plus philosophique qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est intéressé par la vérité ? Est-ce qu'au fond de nous, on a vraiment envie de savoir la réalité, la vérité ? C'est là tout le problème, c'est-à-dire on parle, je trouve super ce travail et je partage complètement sur l'éducation, mais ces mêmes codes qui sont utilisés pour piéger les cercles conspi sont utilisés par d'autres cercles pour piéger la population générale. C'est-à-dire, on regarde souvent les extrêmes, donc les conspirationnistes ou les personnes qui font du fact-checking, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a au milieu d'une distribution normale, c'est nous. Et souvent, nous, notre cerveau, on appelle ça du raisonnement motivé. On préfère raisonner, donc schématiquement, c'est comme si on a deux façons de réfléchir. Ou bien on réfléchit comme un détective, on suit des preuves pour arriver à une conclusion. Ou bien on réfléchit comme un avocat, on a un client qu'on veut défendre, on va faire rentrer les preuves d'une façon motivée pour arriver à la conclusion qu'on veut faire. Et malheureusement, quand c'est des sujets émotionnels, comme les nouvelles, comme ce genre de choses, on réfléchit plus par ce raisonnement motivé. On veut en gros prouver ce qu'on croit déjà. On va aller chercher les informations qui vont rentrer dans ce contexte-là. Et on voit des vidéos qui sont assez poussées, mais des exemples qui touchent tout le monde, qui sont beaucoup moins extrêmes, sont par exemple les vaccins et l'autisme. Nous, on sait qu'il n'y a aucun lien, genre 0, pas 1%, pas de doute, et ça continue à être colporté par des personnes qui ne sont pas du tout issues de la fachosphère, qui ne sont pas des complotistes, qui sont des personnes qui ont un raisonnement motivé parce que, par exemple, ils ont un enfant qui est autiste, ou bien ils connaissent quelqu'un qui s'est fait vacciner et après qui est devenu autiste. Et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire on est en train d'essayer de définir une vérité, alors que biologiquement, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on cherche de plus. Et c'est là où l'éducation est aussi à nouveau importante. Moi, je travaille sur l'importance du doute, mais de douter de soi, pas de douter seulement des sources, ou de douter du journaliste, ou de douter... Parce que dans ce qu'on appelle le mainstream, des fois, on est piégé parce que ça rentre dans
une croyance qu'on a déjà. Il y a eu plein de nouvelles qui étaient vraiment. Il y a quelques jours à la télé avec un ministre, je pense, qui parlait du glyphosate et des OGM. Il y a eu tout un débat où on était incapable de dire est-ce que ce truc est mauvais ou pas pour la santé, parce qu'on ne regarde plus les choses d'une manière véridique, mais plutôt d'une manière motivée. Et sur ça aussi qu'on doit beaucoup travailler pour pouvoir redésengager tous ces différents facteurs. Tristan Mendès France. Moi, j'aimerais peut-être insister sur la façon dont on est exposé à ces différentes fausses informations, et peut-être revenir sur un truc un peu en amont. Je vais peut-être donner juste un chiffre que je trouve absolument vertigineux, c'est le Pew Research qui aux États-Unis fait un sondage chaque année et il demande en gros aux adultes américains comment est-ce que vous vous informez. En gros, comment est-ce que l'information arrive à votre cerveau. Et 65% des Américains s'informent en gros essentiellement via leur réseau social. Préférentiellement via leur réseau social. Ce qui veut dire qu'en gros, la fabrique de l'opinion d'une majorité des Américains incube à travers les réseaux sociaux. Il faut juste comprendre ce que c'est, juste une minute. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas un truc magique. Ça veut dire que, en gros, les gens vont lire les articles qui sont partagés par nos amis sur Facebook. C'est pas les articles forcément que je choisis moi-même, mais c'est ceux qui pensent plus ou moins comme moi, qui ont un lien d'affinité, qui ont un lien communautaire, un lien idéologique, un lien de croyance, qui vont partager les mêmes types d'informations. Ce qui fait que quelqu'un même de bonne foi, s'il a des amis complotistes, qui vont lui partager des trucs sur le glyphosate ou je ne sais quoi, eh bien ça va le conforter. Et même de bonne foi, il ne sera pas exposé à l'antidote, l'altérité, l'information qui vient débunker, les décodeurs, le travail des décodeurs, simplement parce que si je suis quelqu'un de la fachosphère, aucun de mes amis va partager un article des décodeurs du Monde. C'est cet écosystème-là que je trouve assez inquiétant, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on perce ces bulles. Si vraiment l'adulte de demain, le futur citoyen de demain s'informe via les réseaux sociaux, comment on l'atteint s'il ne lit que ce qui est partagé par ses potes ? Ségolène Fossard, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le fait qu'en effet, on a vu le chiffre, 63% des gens s'informent via leurs réseaux sociaux. Vous qui produisez des reportages, des documentaires, est-ce que ça vous effraie ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, ça ne m'effraie pas, mais c'est vrai que l'information de qualité, elle est payante en fait aussi aujourd'hui. Donc pour aller sur le site, je ne sais pas, même du Parisien, je pense que j'ai le droit à lire 5 articles par mois, et puis si je veux en lire un 6e, il faut que je m'abonne. Donc ça, par rapport à la jeunesse, par exemple, je pense que c'est un réel problème, parce qu'on peut pas... et si on veut croiser en plus ses sources, et puis lire le Parisien et le Monde, et puis autre chose, ça représente un budget conséquent. Donc déjà, il y a un problème de... comment on paye et qui paye et comment on a accès à l'information de qualité, puisque Pointer disait que l'information se paie, donc on est d'accord là-dessus, la bonne information, elle se paie, et l'information qui est diffusée en masse, elle est souvent juste gratuite, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi cette idée qu'on pointe toujours la fausse information, mais finalement c'est vraiment la propagation, les mécanismes de propagation de la fausse nouvelle qui sont intéressants et qui remettent complètement en cause notre société. Et c'est pour ça que s'attaquer aux fake news en tant que telles, c'est finalement, c'est plutôt les mécanismes de propagation qui sont intéressants que la fausse nouvelle en tant que telle. Voilà. Alors, Madame Mouchou, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce que vous avez évoqué brièvement tout à l'heure, ce mécanisme qui permettrait donc de faire appel et de prévoir un recours au juge des référés. Au fond, c'est vraiment une des choses qui surprend le plus dans cette proposition de loi. Et vous avez entendu ce qui a été dit précédemment. Il y a eu à la fois des exemples de fake news dont vous avez sûrement entendu parler. C'est vrai, Marlène Schiappa qui veut interdire la messe à la télévision. Et puis aussi le fait que ce sont souvent des comptes Twitter anonymes. Plusieurs fois, le mot individu a été utilisé. Est-ce que le juge des référés, face à ce genre de situation et face à ce genre de menaces, entre guillemets, individuelles, aura vraiment de quoi réagir et de quoi intervenir ? Le juge des référés, il a une efficacité par rapport aux critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc il agit dans un cadre très précis. Ce dispositif se cumule avec tous les autres dispositifs existants. Mais encore une fois, ce juge des référés sur lequel on focalise tant, c'est pas la panacée de la proposition de loi. Il y a plein d'autres mécanismes, et notamment une responsabilisation des plateformes, parce que sans elles, effectivement, on n'ira pas très loin. Et je dépose notamment un amendement qui est important, qui est d'obliger ces plateformes à avoir un représentant légal basé en France. Parce que souvent, quand vous essayez de les contacter,
soit pour de la coopération, soit pour les assigner en justice, parce que après tout, elles sont aussi responsables de ce qu'elles diffusent. Bien, vous n'avez personne au bout du fil, ou alors on vous renvoie à une entreprise qui est basée au Liechtenstein ou je ne sais où. Et on les obligera à partir de demain à avoir un contact légal en France. Vous voyez, il y a ce juge des référés, parce que je considère, moi, qu'il est nécessaire, effectivement, à un temps donné pour une mission précise. Mais ce n'est pas tout. On a parlé de l'éducation, c'est fondamental. Le comportement humain, il est déterminant, il est central dans la lutte contre la diffusion des fausses informations. Mais il y a aussi effectivement tout le travail à faire avec les plateformes à l'échelle européenne aussi, parce qu'on sait que la France seule ne pèsera pas lourd. Mais vous voyez, il y a d'autres pistes qui sont envisagées. Christophe Schmitt, de l'AFP. Oui, juste un mot, Madame la députée. Nous, il y a des choses qui nous paraissent intéressantes dans la proposition de loi, notamment sur la responsabilisation des plateformes type Facebook et autres pour la transparence financière, etc. En revanche, un des points sur lequel on était assez perplexe, pour tout dire, c'est tout ce qui concerne le rôle qui serait donné au CSA, et pour différentes raisons, mais notamment parce qu'on pense qu'il y a véritablement aussi un risque de représailles pour des médias sérieux dans d'autres pays qui seraient les pays, disons, d'où serait originaire un effort de désinformation. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on voit quand même aussi assez régulièrement. Et la Turquie, la Russie, la Chine, d'autres pays n'hésitent pas à fermer le robinet à CNN, à la BBC ou autres. Voilà. Je voudrais juste demander une précision. Quand vous dites que les plateformes doivent avoir une responsabilité dans le pays dans lequel elles exercent, c'est quoi les plateformes? C'est les sites internet de désinformation ou c'est Facebook, Twitter, Google? Par plateforme, on entend les réseaux sociaux, Google et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est tout le monde. D'accord. Mais est-ce que la loi prévoit que pour publier des articles dans l'écosystème du web français, il faut disposer d'une représentation juridique en France? Ouais. Non, mais parce que par exemple, il y a le cas de tout un tas d'acteurs de la fachosphère qui sont interdits de territoire en France et qui publient des tas de trucs délicieux et hyper humanistes depuis l'étranger et sur lesquels on a beaucoup de mal à agir. Ça doit être atteignable. Il y a encore aussi un autre problème, qui est que on parle de fake news, donc c'est pour des fausses informations. Mais je vais vous prendre peut-être un ou deux exemples. Un site de la fachosphère du type F de souche. Donc, F de souche ne relaye des fois des fake news, mais l'essentiel du travail de F de souche, de ce site toxique d'extrême droite, c'est de relayer des brèves d'actualité des médias mainstream. Sauf que c'est la collection, d'abord le nom dit ne pas relayer ce qui est positif, ne relayer que ce qui est négatif, qui donne une tonalité et qui donne une impression. Et si on lit l'actualité à travers cette simple sélection de vraies news, on a un résultat qui peut se traduire par de la vraie, véritable propagande et de la désinformation. Et c'est exactement ça, en fait, le problème. C'est pour ça que juste dire ça c'est vrai, ça c'est faux ne marche pas. C'est pour ça que les fact-checkers souvent ne marchent pas. Parce qu'il y a une narrative qu'on est obligé de prendre en compte. Comment est-ce qu'on perçoit? Par exemple, si on prend les théories du complot c'est souvent une explication très simple pour quelque chose de complexe. Par exemple, c'est le gouvernement qui l'a fait, sur lequel on rajoute des couches de complexité. Par exemple, pour le 11 septembre, est-ce que le kérosène peut faire fondre de l'acier, etc., etc. C'est cette narrative qui est problématique. Parce qu'avec des vraies news, on peut faire émerger une fake narrative. Selon comment est-ce qu'on va prendre en otage le point de vue d'une personne. Si moi, on parle souvent de fachosphère, mais moi je m'intéresse aussi aux fake news dans la population générale. Si on prend quelqu'un qui est contre les OGM, donc rien de révolutionnaire, c'est vraiment comment est-ce qu'on va lui apporter ces informations pour faire émerger cette narrative et le rendre aussi loin du réel que quelqu'un qui lit un truc hyper émotionnel de fake news qui est complètement faux. Et tant qu'on ne s'attaque pas à cette notion de narrative, de comment on construit une opinion, de comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, de se demander c'est quoi une preuve et comment est-ce qu'une coordination de preuves va faire émerger un nouveau profil, le vrai et le faux, c'est pas ça qui est le plus important, ça a existé depuis très très longtemps. J'aimerais juste donner aussi un dernier exemple, qui est la communication du compte Twitter de l'ambassade russe à Londres autour de l'affaire Skripal. Alors, en gros, la stratégie de ce compte officiel d'ambassade, c'est
en gros ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. C'est de poser des dizaines de questions qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Et ce qui laisse en gros l'opinion publique générale dans une grande confusion sur ce qui a pu se passer avec cette tentative de meurtre. Et là, il y a un problème qui est lié à l'écosystème, c'est que si je vous donne 1000 arguments, je vous pose 1000 questions différentes qui n'ont rien à voir, je crée de la confusion, mais le temps de réponse pour chacun des éléments, une fois que je réponds, je suis un média, je réponds quelques semaines après, quelques jours après. C'est trop tard. Le fait d'avoir posé ces questions, ces 1000 questions d'affilée, ce millefeuille argumentatif, je peux poser 1000 questions, le temps qu'on y réponde, cette temporalité, le temps des médias est déjà passé. Il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est est-ce qu'on est tous égaux face aux fake news? Est-ce que jeunes, vieux, hommes, femmes, adolescents, retraités, actifs, chômeurs, etc., alors, il y a un profil. Beaucoup de personnes essayent de rattacher les fake news, par exemple, à l'intelligence. Si je suis intelligent, je tombe pas dans le panneau. Il n'y a aucune de ces facteurs. On est vraiment dans cette notion de raisonnement motivé. Tout le monde peut tomber dans une fake news. Si j'écris quelque chose qui rentre dans ce que vous croyez déjà, vous allez inévitablement être moins vigilant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur douter au début de ses propres narratives avant d'apprendre seulement, et c'est très important d'apprendre comment identifier une bonne source, comment confronter ces sources, etc. Et j'ai besoin aussi d'avoir ce qu'on appelle un insight sur moi-même. Comment est-ce que moi je perçois le monde et quelles sont mes zones d'ombre sur lesquelles je ne suis pas vraiment vigilant. C'est ça qui a fait que beaucoup de fois on est moins vigilant, par exemple, sur nos alliés qui sont en train de faire des choses parce que quand vous doutez pas de quelque chose, si vous savez quelque chose, vous n'avez aucune raison de douter du truc. On appelle ça l'illusion de connaissance. Et le plus grand danger aujourd'hui dans le monde, pour moi, c'est pas l'ignorance. C'est cette illusion de connaissance. C'est croire que je sais. Parce que quand je crois que je sais quelque chose, je vais pas redouter du truc. Oui, c'est perméable à tout le monde. Ça dépend de comment on la présente. Thomas. De ma petite expérience, je vois quand même un certain nombre de traits communs aux acteurs de cet univers. On va parler des producteurs de fake news, donc ceux qui écrivent des fake news, qui ont des sites, qui voilà. On est à 99% avec des hommes. Il n'y a pas de femmes qui produisent de fake news, ou très très peu. C'est quand même un constat qui n'est pas inintéressant. Je vous ai dit que j'avais fait 95 séances dans des classes depuis 2 ans. J'ai dû être confronté dans 95% des cas à des femmes qui luttent contre les fake news. Et donc, je suis pas certain que ça soit un chiffre totalement validé, recoupé et tout. Mais moi, de mon expérience, je me retrouve quand même très souvent à me battre contre des mecs qui sont dans une posture bien souvent viriliste. Et ceux qui luttent sur le terrain sont bien souvent des femmes. Alors, dans l'éducation nationale, il y a une surreprésentation des femmes. Faudrait décorréler tout ça et tout. Ce que je constate, c'est que le lien entre tous ceux qui produisent et publient de la désinformation, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas être devenus ce qu'ils devaient devenir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des ratés, pas du tout, mais c'est des personnages qui ne sont pas devenus ce qu'ils voulaient devenir. Soral, il voulait être le plus grand sociologue de notre pays ou un homme politique. Il n'a pas réussi. Il voulait être le meilleur des dragueurs. Il n'a pas réussi. Dieudonné voulait être le plus grand comique, machin. Il n'a pas réussi. Messan voulait être le prix Albert Londres. Il n'a pas réussi. Alex Jones aux États-Unis était exactement dans cette dynamique. Et donc, je constate quand même ce lien-là, c'est-à-dire la capacité par ces narrations à donner une explication aux échecs de sa propre vie. Ça ne veut pas dire que ces gens sont dans l'échec, qu'ils sont des ratés, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais leurs sentiments, et encore une fois, on est plutôt dans une question de croyance que de vrai ou de faux, et là je rejoins complètement ce que vous avez dit, mais il y a cette idée-là. Et après, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, moi j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, le monde se divise en 3 catégories. Il y a des croyants, il y a des rationalistes, et au milieu, il y a des indécis. Et moi, le travail que je fais, je le fais pas pour les croyants, et je le fais pas pour les rationalistes, je le fais pour les indécis. C'est-à-dire 90% de notre population qui a pas d'opinion forgée, définie, explicite sur une question, et qui va être justement emmenée d'un côté, de l'autre, par ces différentes narratives, en fonction de ce qu'elle croit déjà, de ce à quoi elle est exposée. Et donc du coup, je crois que notre vraie mission aujourd'hui, journaliste, mais aussi citoyen dans nos vraies vies, c'est ça, c'est d'arriver à parler à ces indécis qui sont l'immense majorité de nos concitoyens, qui sont largement paumés, qui ont très envie de nous faire confiance, mais qui n'y arrivent plus. 79% des Français
croit au moins à une théorie du complot. Ça veut dire que dans cette salle, on est quelques-uns à y croire. Ce qui est intéressant, c'est on croit jamais à une seule théorie du complot. Quand on croit à une théorie du complot, on croit toujours à une deuxième. Ça ne veut pas dire quand on croit au 11 septembre, on pense que la Terre est plate ou qu'on n'a pas marché sur la Lune. C'est-à-dire que quand on croit au 11 septembre ou à la Lune ou à la Terre est plate, on croit systématiquement à un deuxième complot sous-jacent dans lequel vous et moi et d'autres ici sont tous partie prenante, les journalistes qui nous mentent sur cette question. Quand on croit à une théorie du complot, on croit toujours qu'il y a un journaliste dans cette théorie parce que c'est lui qui nous ment et c'est lui qui fait en sorte qu'on n'ait pas la vérité sur cette question. 22% des personnes ayant voté pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle croient au complot, 21%, 31% des personnes s'informant sur des sites de vidéos. Les jeunes aussi, les moins de 25 ans, 21%, et puis 19% des personnes possédant un CAP croient à 7 théories du complot ou plus. 7 théorie du complot. Faites le compte de votre côté. Voilà à peu près ce que ça donne, ce qui est quand même assez effrayant pour nous, journalistes, qui essayons en général de démonter ces théories du complot. Qui porte la responsabilité de cette prolifération des fake news? Ça a déjà été dit, mais j'aimerais qu'on s'y arrête un instant quand même. Les réseaux sociaux, évidemment. Mais comment on s'attaque à Facebook? Comment est-ce qu'on s'attaque à ce mastodonte qui a 2 milliards de comptes? C'est oui. Mark Zuckerberg, quand il est venu à l'Élysée, honnêtement, que lui a dit le président? Il lui a dit il faut faire attention aux fake news. On a du mal à imaginer comment s'attaquer à ça. Je n'y étais pas, mais... non, évidemment, oui, mais pourtant c'est l'enjeu de demain en réalité. Hein. Donc il faut continuer à le faire. On a commencé à le faire à l'échelle européenne et on l'a vu, hein, même le géant Facebook a fini par plier. Mark Zuckerberg a été entendu. Et donc il faut continuer à faire cela ensemble, parce qu'il faut peser. Là encore une fois, j'insiste, la France toute seule ne pourra pas aller très loin. Et même si nous, on essaie de légiférer à l'échelle nationale, il faut absolument qu'on puisse le faire à plusieurs. C'est très important. Oui, Thomas. Alors, en Grande-Bretagne, il y a une commission d'enquête parlementaire sur les fake news qui a demandé à recevoir M. Zuckerberg afin qu'il vienne s'expliquer sur le rôle de son entreprise dans le Brexit et aussi dans la campagne de Donald Trump. Tout ça est lié à l'affaire Cambridge Analytica et au vol, à la manipulation des campagnes du Brexit et aux États-Unis. Si Mark Zuckerberg veut se rendre en Grande-Bretagne et qu'il franchit la frontière, il n'a pas d'autre choix que d'aller rendre des comptes au Parlement britannique. Il peut pas aller à l'hôtel, boire un café, une pinte, un thé, c'est pas possible. Et au même moment, il vient en France et on le reçoit à l'Élysée. Les journalistes n'ont pas accès pour lui poser des questions. Les parlementaires n'y ont pas accès pour lui poser des questions. Enfin, j'ai pas exactement l'impression qu'on soit sur le bon braquet pour s'attaquer à quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, a 2,5 milliards de clients sur la planète et qui, souvenez-vous, en octobre 2016, expliquait dans un entretien avec le président Barack Obama qu'on ne pouvait pas se servir de Facebook pour faire de la manipulation électorale. Donc, mais je pense qu'on a un vrai problème. On a un énorme problème, y compris quand nos dirigeants n'imposent pas la scrutation des citoyens à ces plateformes. Je comprends pas le comportement du gouvernement à l'heure où on fait une loi sur les fake news, de ne pas permettre aux journalistes français de poser des questions à M. Zuckerberg, de ne pas permettre aux parlementaires, qui sont nos représentants, que vous êtes aussi. Je pense qu'il y a c'est pas comme ça qu'on va arriver à gagner la bataille. Je crois qu'il faut qu'on avance dans le dialogue. Si Mark Zuckerberg vient en France et le menotter, ça servira à rien. Moi, j'ai entendu les... Mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je pense non, mais au moins le mettre face à des... Après, la Commission européenne entend le président, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain, ce qui est différent de la vision qu'un PDG peut avoir de son entreprise. Donc il faut faire très attention là-dessus. Et peut-être que l'Angleterre, effectivement, décide ce qu'elle a décidé, mais enfin, à l'heure actuelle, elle fait pas grand-chose sur les fausses informations et elle coopère pas non plus. Tandis que la France réfléchit, s'implique beaucoup. Alors il y a une première loi qui, pour le coup, est une première brique. Je pense que c'est vraiment une loi fondatrice. Le juge de référé, on peut en discuter autant qu'on veut, mais je pense que c'est une loi fondatrice. On est à l'avant-garde là d'un combat qui demain va intéresser toutes les grandes démocraties. Donc on fait cette première avancée. Elle se situe sur différents plans, on l'a dit, mais la France fait quelque chose que personne ne fait jusque-là. Il faut le saluer. Qui veut parler de Facebook et de ce danger représenté par cette plateforme? Oui.
Tristan Mendès France. Non, c'est tout simple. C'est que c'est Facebook qui délivre l'information aux citoyens. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Il a une responsabilité. Ce sont ces algorithmes qui trient, qui sont les qui éditent, qui est en gros l'éditeur du contenu produit par tous les médias de la planète. Donc il a une responsabilité. Et l'un des axes sur lesquels il faut essayer de travailler Facebook, c'est sur ces algorithmes. RSF a proposé d'ailleurs de faire pression aussi, mais je pense que le gouvernement peut tout autant faire la même chose, simplement pour qu'il modifie un peu ces algorithmes, pour que les contenus, disons, à valeur ajoutée, les contenus qui coûtent de l'argent, les contenus qui sont produits véritablement par les médias, soient un peu plus poussés que les choses toxiques qui sont simplement partagées parce qu'il y a de l'affect qui est derrière, ce qui est le propre des fake news. C'est vrai, je vous rejoins. Et dans cette loi, il y aura effectivement tout un article qui visera à rendre plus transparents les algorithmes. Et il y aura un projet de loi sur le numérique qui ira encore plus en profondeur là-dessus. Christophe Schmitt. Oui, je crois que de dire que Facebook édite la copie de tous les médias de la planète, c'est juste une réalité. En fait, c'est le mass média aujourd'hui. C'est le seul. Je peux pas évidemment parler. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas qu'en France que Facebook est mis face à ses responsabilités. Dans un contexte bien plus dramatique. En Birmanie, le rôle de Facebook dans les discours de haine qui ont fait flamber la crise des Rohingyas, qui ont abouti à des massacres, il était complètement établi. Donc, je ne veux pas parler pour eux. Je peux parler en tant que représentant d'un des médias qui est entré dans une sorte de partenariat, certes très limité, avec Facebook sur la question des fake news, puisqu'en fait, avec en France Le Monde, 20 minutes, BFM, France 24 et d'autres, on a signé un partenariat l'année dernière avec Facebook pour vérifier sur signalement des utilisateurs des informations considérées comme douteuses et pour lesquelles Facebook propose un contenu complémentaire qui en fait est le fact-checking qui va être produit par ces médias. C'est embryonnaire, c'est certainement pas complètement satisfaisant. Il y a eu un contrat comparable avec Epic, et donc la grande agence américaine aux États-Unis, des initiatives qui se multiplient aussi au Mexique, etc. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, tant Facebook que Google et les autres ont toujours insisté qu'ils n'étaient pas un média parce qu'au fond, ils ne voulaient pas la responsabilité qui va avec. Aujourd'hui, ils leur aient démontré qu'ils agissent comme un média et donc voilà, ils sont contraints de s'en occuper un peu. Un des moyens de lutter contre ce phénomène des fake news, c'est justement que des médias traditionnels, alors évidemment l'AFP, mais vous en avez cité d'autres, finalement s'allient avec les réseaux sociaux, les mastodontes, les fameux GAFA. Est-ce que ça peut être un moyen ? C'est pas à moi de le dire, c'est aux médias eux-mêmes de prendre cette responsabilité, mais c'est évidemment très délicat de s'associer avec Facebook, parce que Facebook est c'est le problème. Donc il faut s'associer avec le problème pour essayer de le régler. Mais au-delà de ça, il y a d'autres initiatives que je trouve assez passionnantes et assez intéressantes. Il y a ces initiatives-là, mais on peut aussi attaquer par un différent biais ces fausses informations, et notamment en essayant d'assécher l'argent de ces fausses informations. Et là, je fais un tout petit détour, mais je trouve qu'il y a une initiative qui est assez extraordinaire et dont j'aimerais faire la promotion ici, qui a déjà été couverte un petit peu par les médias, qui s'appelle les Sleeping Giants. Sleeping Giants, c'est un groupuscule d'anonymes, pour parler simplement, même si on sait plus ou moins qui c'est, qui invite tous les internautes à aller sur les sites qui promeuvent des fausses informations, des choses de propagande, des sites vraiment extrêmement toxiques, et d'aller voir les publicités qui s'affichent dessus, notamment ce qu'on appelle les publicités programmatiques, les publicités Google. Ils invitent donc les internautes à capturer la photo de cette publicité et d'interpeller publiquement sur les réseaux sociaux, donc utiliser la puissance des réseaux sociaux, l'entreprise à l'origine de cette publicité, et lui dire, est-ce que vous êtes certain que vous souhaitez que votre publicité soit automatiquement affichée sur ce site toxique ? Ça marche assez bien. Aux États-Unis, les Sleeping Giants ont réussi à assécher de plusieurs millions de dollars un site extraordinairement,
très promoteur de fausses informations qui s'appelle Breitbart News, qui a perdu des millions et des millions de dollars simplement avec cette initiative qui existe maintenant aussi en France. Et je la trouve très intelligente parce que là, pour le coup, elle utilise la puissance des réseaux sociaux, cette fois-ci pour essayer d'assécher, faire du public shaming, comme on dit, et d'assécher le financement des sites qui promeuvent les fausses informations. Il nous reste une grosse dizaine de minutes avant de prendre des questions. Et justement, ça nous fait une très bonne transition. J'aimerais qu'on s'intéresse aux solutions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dressé un constat qui, je trouve, est parfois délicat, édifiant. Néanmoins, on est là aussi pour réfléchir à la façon de contrer certains de ces mécanismes, certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça passe par quoi en premier? Thomas Huchon, vous qui avez vraiment été au cœur de ce système à l'occasion de ce film, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, il y a 3 ans, je pensais que la meilleure manière de s'attaquer à tout ça, c'était de s'attaquer aux ceux qui propageaient, qui écrivaient ces mensonges. Au cours de l'année 2016, j'ai commencé à me dire que la meilleure solution, c'était de lutter avec de l'éducation. Depuis, pour avoir beaucoup travaillé sur la campagne américaine et notamment sur l'utilisation des données personnelles afin de cibler les potentiels électeurs et faire basculer l'élection en faveur de Trump, je crois que le vrai responsable de la situation dans laquelle on est, ce sont des entreprises qui ne payent des impôts quasiment nulle part où elles travaillent, qui ne respectent aucun droit national et qui surtout ne sont soumises à aucun organe représentatif de l'intérêt collectif. Je pense que si je vous disais que quelqu'un fabrique des voitures dans lesquelles vous avez des accidents sans que vous ayez à aucun moment le moyen de savoir ce qu'il y a dans la voiture, vous me diriez c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Je crois qu'on est exactement dans cette situation-là. C'est pas possible en fait de penser qu'on va pouvoir trouver des solutions sans changer l'écosystème dans lequel on évolue. C'est une immense erreur. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas et on y arrivera d'autant moins qu'on est face à une entreprise qui a 2,5 milliards de clients sur la planète, qui est Facebook, je veux dire, c'est quand même les mecs qui, en 2016, ils ont fait 17 milliards de dollars de bénéfices publicitaires. Et en même temps, ils expliquent qu'il n'y a pas de publicité politique et qu'on ne peut pas avoir de rôle politique. 2016, c'est l'année du Brexit, c'est l'année de l'élection de Trump. Soit c'est des génies et ils ont gagné 17 milliards de dollars en pub, et bravo, soit c'est des débiles et ils n'ont rien vu venir. Mais les deux sont pas possibles en même temps. Et je pense que c'est les mecs qui quittent Facebook qui ont la meilleure explication de comment il faut faire. Et c'est Sean Parker, qui est l'homme qui a mis le premier $1 million dans Facebook, qui est dans le film Social Network et qui est joué par Justin Timberlake, pour que vous le resituiez. Il a quitté Facebook en novembre dernier et il a dit « Tout ce qu'on a fait, on l'a fait en ayant conscience qu'on allait le faire. Il fallait pas nous laisser le faire. Il faut pas nous laisser le faire. Il faut nous réguler. On ne se régulera pas nous-mêmes. On ne le fera jamais. Il faut absolument agir. » Et donc, je crois que si ceux qui sont à l'intérieur de la machine nous disent ça, c'est eux qui ont la solution. C'est pas nous. Nous, on est comme les mecs qui boivent du Coca-Cola. On trouve ça pétillant, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est comme l'idée d'avoir une transparence sur les algorithmes, mais c'est des propriétés privées. On n'aura jamais la transparence sur l'algorithme de Google. Ça fait 15 ans qu'on demande à y avoir accès, au moins un tout petit peu, pour avoir ne serait-ce que les 47 critères. Quels sont ces 47 critères? Non, on ne l'aura pas. C'est le capitalisme numérique il y a un moment, la soi-disant absence d'idéologie, c'est une immense idéologie. Et donc je crois on pourra pas faire l'économie de changer l'écosystème dans lequel on est. Il y a 10 ans, Facebook n'existait pas, on vivait vachement bien. Donc souvenez-vous de cette époque où vous voyiez vos amis, vous alliez boire des coups avec eux et tout, c'était pas si mal, et où vous n'appreniez pas que le pape votait Trump, quoi, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Franchement, nous, on n'a pas de baguette magique, en tout cas. Ce qu'on constate, c'est, pardon, je ne saurais pas paraître trop corporatiste, mais c'est la fake news est un danger grave pour les médias. C'est un danger grave pour le journalisme, en fait, tout simplement pour la valeur du journalisme. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est aussi changer notre façon de penser. Nous, à l'AFP, ça fait
collectivement, hein, ça fait des décennies et des décennies qu'on écrit pour essayer de dire ce qui est vrai. Et ben maintenant, on commence à écrire aussi pour dire ça c'est faux. Et donc c'est aussi un format. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est être vigilant, contextualiser et essayer de faire entendre une voix raisonnable, quoi, enfin rationnelle. Le fact-checking, c'est intéressant de s'arrêter un instant. Alors, de nombreux médias ont adopté cette méthode, hein, qui est souvent d'ailleurs efficace sur l'instant. Mais Albert Moukébert, est-ce que ça marche le fact-checking ou c'est un leurre? Encore une fois, ça dépend vraiment. C'est vraiment un problème contextuel, c'est-à-dire, je vais prendre un chemin un peu long pour répondre à la question. Ces défis, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et donc, je pense qu'il faut aussi prendre le temps dont on a besoin pour comprendre quelque chose et préparer des outils pour répondre. Et la question rapide, c'est on ne sait pas encore. On n'a pas encore assez de recul pour voir qu'est-ce qui marche pas. On est en train de faire des recherches et c'est important des fois de définir la limite de notre connaissance. On n'a pas de baguette magique. On ne sait pas combien on a des recherches qui montrent le fact-checking, ça marche, d'autres pas. On est en train encore d'essayer de comprendre quels sont les différents facteurs, que ce soit le raisonnement motivé, ce qu'on appelle les normes sociales. On a envie de penser comme les gens autour de nous. On revient à ces fameuses bulles. Le média qui envoie l'information. Est-ce que je lui fais confiance ou pas? Donc ça dépend de qui fact-check. Ça fact-check quoi? Combien est-ce que je suis engagé dans quelque chose qui est fact-checké? C'est-à-dire si quelqu'un demain fact-check quelque chose auquel je crois vraiment, non, ça ne va pas marcher. Si je suis un peu dans ces indécis, ça va marcher un peu mieux. Et donc, je pense que le problème, c'est juste que c'est encore très très nouveau comme problème. On n'a pas encore eu le temps de réfléchir à des solutions qui soient efficaces. C'est comme si on vient de découvrir la voiture. On n'a pas encore eu le temps d'inventer les feux de circulation, les contresens, etc., etc. On est encore à l'émergence et c'est important des fois de dire qu'on a besoin de prendre le temps de développer ces outils au lieu de courir à mettre des bandages sur une amputation et à perdre nos temps. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup en anglais qui dit « Don't mistake motion for action ». Il ne faut pas confondre le mouvement avec l'action. C'est pas parce qu'on bouge qu'on est en train de faire quelque chose. Et beaucoup de fois, on gagnerait à chercher et à prendre le temps de comprendre le problème, mais on a déjà des pistes, certaines liées à l'éducation, d'autres liées à la législation, apprendre aux gens d'être plus attachés à pourquoi ils ont un raisonnement plutôt qu'à l'opinion en elle-même, parce que quand vous êtes attaché à votre opinion, ça devient identitaire et donc vous perdez en flexibilité mentale, cette capacité à changer d'avis. Apprendre aux gens de confronter les sources, d'être confrontés à des gens qui ne pensent pas comme eux et de comprendre pourquoi ils ne pensent pas comme moi, pas de se dire « Ah, lui, il ne pense pas comme moi, il est bête, il croit au fake news ». Comment est-ce que cette personne est arrivée à croire cela? Quelles sont les rencontres qu'elle a fait? Quelles sont les informations à laquelle elle était exposée? Et prendre le temps C'est vraiment récent. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Ségolène Fossard, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Déjà aussi, il faut se battre, non pas aussi contre les fake news, mais contre les vraies nouvelles qui sont censurées par les réseaux sociaux et les YouTube, etc. On a eu quand même des cas de vraies vidéos en Syrie, etc., censurées parce que ça ne correspondait pas aux critères déontologiques de ces plateformes-là. Donc elles ont un vrai rôle de censure au-delà de la propagation de la fake news, et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de baguette magique, mais c'est vrai aussi qu'il y a des pistes. Il y a des pistes qui sont proposées. La loi que nous examinons à l'Assemblée, elle propose certaines réponses. Elle a le mérite de susciter par ailleurs le débat, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut travailler en profondeur. C'est la relation avec les GAFA, évidemment, et cette gouvernance de l'Internet, mais aussi cette autorégulation, parce que c'est pas nous qui allons les contrôler demain, les plateformes. Ce sont des entreprises privées, donc il faut leur imposer certaines règles, mais il faut aussi qu'elles puissent en partie s'autoréguler. Et puis, évidemment, il y a tout le côté qui concerne l'éducation. Ça, c'est primordial. Vraiment. Ça, c'est la première réponse, j'ai envie de dire. Et moi, je le constate de plus en plus. Donc, faire en sorte que l'éducation nationale mise sur des programmes scolaires orientés sur cette désinformation et cette utilisation des réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Mais c'est paradoxal d'estimer que les automobilistes sont pas capables de s'autoréguler sur la route et de rouler tous à 90. Alors que Facebook, Google et tout s'autoréguleraient. Enfin, je comprends pas du tout l'idée de laisser ces plateformes s'autoréguler sous prétexte que c'est des entreprises privées. Enfin, j'ai l'impression que l'État français contrôle les producteurs de pétrole, contrôle les fabricants de médicaments. Enfin, pourquoi ces entreprises ne seraient pas soumises au contrôle de l'État français? Je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. Alors, soumise au contrôle de l'État français, ça va loin. C'est-à-dire que
l'État deviendrait propriétaire dans ce cas-là de ces entreprises, ça n'est pas possible. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais à aucun moment le fait d'être sous contrôle. Enfin, Total est sous contrôle de l'État français pour savoir comment il fabrique de l'essence. Pourtant, Total est une entreprise privée qui décide toute seule de tout un tas de trucs. Mais elle est sous le contrôle de l'État français et notamment des citoyens français qui, au travers de leurs représentants dont vous faites partie, peuvent exercer cette scrutation. Enfin, ça me paraît. Enfin, l'État sert plus à rien en fait. On laisse répondre Madame Mouchou. Non, mais nous sommes d'accord en réalité. Désamorcer le problème. Pour imposer des règles à ces plateformes. Vous savez, c'est pas. Vous citiez l'exemple de l'automobiliste, mais c'est différent parce qu'à l'intérieur de ces plateformes, il y a la gestion de ceux qui publient, republient, tweetent, sur lesquels nous avons quasiment aucune action en réalité. Et donc il faut faire avec ce système qui est très différent de ce qu'on a connu avant. Donc imposer des règles, mais il y aura toujours une forme d'autorégulation parce qu'on ne contrôle pas ce que veulent dire les gens et la manière dont ils utilisent l'information. Elle est là la vraie difficulté. Tristan Mendès-France. Alors, vos solutions, vos idées. Oh, ça, si j'en avais. Il y a une focale qui me semble vraiment très importante, évidemment, c'est l'éducation. Mais pour des raisons assez concrètes, c'est que, comme mon collègue ici, des fois je vais dans des lycées, des collèges, un peu partout en France, et il faut voir concrètement comment la génération qui arrive s'informe. 90%, c'est via leur petit téléphone mobile à la maison. Ça, c'est pas contrôlé par les parents. Quand ils sont dans leur chambre, on ne sait pas ce qu'ils regardent. Le fameux écran partagé télévision, ça c'est mort, ça on le sait déjà, mais c'est par ce petit appareil avec lequel ils ont une relation d'affect très particulière, c'est à travers ça qu'ils s'informent. Et à l'intérieur de cet appareil-là, qui est toujours sur eux, qui est avec eux, ce petit truc portatif, c'est dans l'écosystème des réseaux sociaux, des Snapchat, des machins, des trucs totalement fermés, d'ailleurs, sur lesquels on n'a absolument pas d'accès. Cette fabrique de l'information-là, c'est celle-là, j'ai envie de dire, c'est les jeunes, avant qu'ils partent dans la pampa et qu'ils deviennent majeurs, il faut les attraper avant et bien d'abord former les profs pour qu'ils comprennent la distance qu'il y a entre ce que voient, à quoi sont exposés les gosses aujourd'hui. C'est invisible des profs, quasiment invisible. Encore une fois, parce que c'est du mobile. C'est dans la récré, entre les pauses, à la maison, quand je me couche le soir, sous la couette, bref. Donc il faut former à la fois les profs pour qu'ils réalisent comment les gosses, eux, s'informent aujourd'hui. Et il faut aussi sensibiliser les gosses pour essayer de les sortir de cette bulle, de ce one-to-one qu'ils ont avec leur mobile. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, encore une fois, et cette génération-là, franchement, si on les attrape pas avant qu'ils sortent de l'éducation nationale, c'est mort. Donc c'est pour ça que c'est absolument essentiel. Et l'éducation nationale en a quand même assez conscience et font des démarches pour essayer de sensibiliser. Mais bon, c'est dans cette direction-là que je pense qu'il faut clairement aller. Bien. D'abord, merci pour ces longues explications, mais nécessaires. Et je me tourne maintenant vers la salle. Je vois déjà des bras qui se lèvent. Vous allez pouvoir interpeller nos invités. Alors, on va vous donner un micro tout de suite. Merci. Merci. Patrick Evenot, je suis historien des médias et surtout président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Il me semble que j'ai beaucoup apprécié, enfin on travaille beaucoup à l'ODI sur tout ce qui est fake news, etc. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est le désir du consommateur d'information, même si monsieur en a parlé un tout petit peu, d'être ailleurs que dans ce qui est officiel. Et c'est là où est le véritable problème, c'est-à-dire qu'il manque une réponse collective de la part des médias, des associations du public, etc., pour essayer de prendre en compte le fait qu'on est face à des gens qui disent finalement c'est un complot, c'est une manipulation, c'est etc. Si on nous cache tout, on nous dit rien. Et à l'ODI, nous demandons expressément la création d'un conseil de presse ou d'un conseil de déontologie journalistique. Malheureusement, l'Assemblée nationale n'a pas voulu accepter notre proposition, bien qu'elle ait été proposée par un certain nombre de députés, dont Pierre-Yves Bournazel et quelques autres. Mais je pense qu'il faudrait revenir là-dessus pour essayer de faire une instance d'autorégulation qui prenne en compte les demandes du public. Et c'est ça qui est important, d'autorégulation qui soit à la fois les journalistes, les entreprises et le public. Merci. Alors, qui peut répondre à cela? C'est intéressant, parce qu'en effet, il y a une défiance vis-à-vis des médias qu'on n'a peut-être pas forcément abordé encore. Alors, est-ce qu'il faut y répondre? Dans le média, c'est sur une chaîne. Est-ce qu'il faut y répondre par
un comité. Christophe Schmitt, est-ce que vous vous sentez visé lorsqu'on dit que les médias traditionnels sont peut-être un petit peu, sont réellement victimes d'une défiance de la part du public? Vous l'entendez, cela? Mais je vais me retrancher hypocritement. Nous, on est des grossistes, en fait. Hein. Donc... mais oui, non, mais donc quelque part, c'est nos clients qui sont concernés. Non, évidemment, on est confronté à cette crise de confiance. Sincèrement, à titre personnel, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que l'autorégulation, c'est une très bonne chose. Et l'approche de l'Audi est intéressante dans la mesure où elle met aussi en contact des représentants du public à travers les médiateurs des médias. Mais voilà, c'est une réponse. Je pense que le point soulevé est très important et ne touche pas seulement aux médias. Moi, je suis par exemple chercheur, je travaille beaucoup sur la philosophie de la science, sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, et je pense qu'il y a une crise de l'expertise en général. C'est-à-dire, je suis psychologue clinicien, des fois je me retrouve en train de débattre sur des termes très très techniques avec des personnes qui ont à nouveau cette illusion de connaissance. Ils ont vu une vidéo de 3 minutes sur la physique quantique et ils me disent, est-ce que l'émergence de la conscience ne serait pas un mécanisme de physique quantique parce que l'univers est dans un trou noir? Je suis genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il y a vraiment cette capacité qui est médiée par les réseaux sociaux, mais en général par Internet, que tout le monde a l'impression qu'il peut tout comprendre très vite. Genre, on peut comprendre le conflit en Syrie en 5 minutes, on peut comprendre la blockchain en 10 minutes, on peut comprendre l'intelligence artificielle en 6 minutes. Et ça, c'est un problème qui est majeur. Et c'est là où cette notion des réseaux sociaux, mais d'Internet en général, est importante. Parce qu'on peut aussi apprendre Internet, où les réseaux sociaux ont aussi permis l'accès à de l'éducation à beaucoup, beaucoup de gens. Moi, j'ai fait par exemple un MOOC à destination des profs sur comment enseigner la science à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui serait pas possible avec les réseaux sociaux. Donc, d'un côté, c'est juste un outil. Un réseau social, c'est un outil. C'est un outil. Et c'est vrai que Facebook sont encore très, très opaques. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ces outils pour des choses qui soient plus pédagogiques, des choses qui soient plus positives. Là, aujourd'hui, on se concentre sur le côté négatif de l'outil, mais il ne faut pas oublier que l'outil, c'est une technique, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Et là aussi, on revient à cette notion je pense qu'on a besoin de cette éducation sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, l'épistémologie, pourquoi est-ce qu'on change d'avis, pourquoi est-ce que des fois un média va dire quelque chose et le lendemain son contraire, et que c'est normal, parce qu'on est dans un monde indécis, et cette notion de réduction de l'ambiguïté, comment décider dans un monde incertain, est quelque chose que je trouve central. Et donc il y a une vraie crise de l'expertise qu'on a besoin. Je pense que c'est quelque chose qui est encore plus urgent, même si j'aime pas hiérarchiser, de répondre à cette notion de méfiance, parce que tout le monde tombe dans cette illusion de connaissance. On appelle ça l'effet Dunning-Kruger, où j'ai l'impression que j'ai tout compris très vite. Et tant qu'on n'arrive pas vraiment à promouvoir cette notion de doute, de prendre son temps, je pense qu'on est juste en train de déplacer le problème. Autre question. Oui, monsieur au fond. Bonjour, Nicolas Hervé, je suis chercheur. Je travaille sur la propagation de l'information de manière générale. Deux points qui finalement malheureusement se recoupent un peu avec ce qui vient d'être dit, c'était que on a relativement peu abordé, et y compris autour de la loi et des questions des fake news, la question de la confiance dans les médias. Donc ça a été dit. Il était question au moment de la campagne présidentielle de revoir toutes les questions d'aide à la presse, pluralité, etc. Je pense que là aussi le régulateur a quand même un minimum un rôle à jouer sur ce qu'est l'information et sur préserver la confiance de la population dans les informations et donc dans les entreprises de presse. Et de l'autre côté, j'ai aussi le sentiment que les entreprises de presse, parce que les circonstances économiques étant ce qu'elles sont, se sont précipitées un peu vite vers Facebook et les GAFA comme étant des carrefours d'audience, et que la confusion des genres entre Facebook c'est le mal, les médias c'est le bien, ok, mais sauf que les médias ont gentiment tendu le bâton pour se faire battre en allant mettre leur contenu, en se précipitant chez Facebook, parce qu'il y avait la baisse des revenus publicitaires et qu'il fallait à tout prix aller chez Facebook. Donc je pense que maintenant ils sont en train d'en revenir, puisque Facebook s'amuse à faire le yo-yo sur ses algorithmes, et que les éditeurs de presse commencent à comprendre que la dépendance est peut-être pas une bonne chose, mais il y a quand même aussi à réfléchir, et c'est pas uniquement Facebook qui est le mal, il y a aussi la manière dont la société s'est adaptée, a réagi à ça, qui a pu entretenir le phénomène.
Enfin, pour ce qui est de la loi fake news, je vais pas revenir sur. Il y a eu de très nombreux articles, de nombreux chercheurs dans toutes les disciplines pour expliquer tout le bien entre guillemets qu'ils pouvaient penser de cette loi et de la manière un peu circonstancielle dont elle a été faite, et peut-être même j'allais dire dans l'aspect qui est beaucoup de communication. Vous avez dit qu'effectivement cette loi a au moins le mérite d'amener le débat, et ça, c'est ce qu'il faut lui reconnaître. Au moins, effectivement, on débat en long, en large et en travers de tous les aspects de la problématique fake news. On peut juste regretter qu'après tous ces débats, il n'y ait pas un iota qui soit changé dans la loi par rapport à toutes les idées pertinentes qui ont pu être mises sur la table. Et moi, très naïvement, je dirais que, de là où je suis, les Facebook, GAFA, etc., tant qu'on ne sera pas capable de leur imposer un taux d'imposition, tant qu'on ne sera pas capable de les toucher au portefeuille, tant qu'on n'aura pas la volonté politique d'aller là où ça fait mal, les impôts, tout le reste, j'ai le sentiment que c'est de l'agitation, que c'est du blabla, ouais, on en parle, regardez, on agit, on fait quelque chose. Mais sincèrement, le jour où on voudra vraiment faire quelque chose, on commencera par leur imposer un taux d'imposition unique en Europe. Et après, le reste, à mon avis, ça viendra tout seul. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette... Merci de participer à cette discussion. Alors, oui, je comprends l'impatience et on voudrait effectivement éradiquer les fausses informations, comme on l'a dit, d'un coup de baguette magique, ce qui n'est pas possible. La proposition de loi n'est pas circonstanciée, elle répond pas à une commande, elle répond à un constat. On a vu pendant les élections présidentielles, pendant des événements majeurs, et pas qu'en France, mais ça va arriver, c'est certain. On a vu des tentatives extérieures de déstabilisation, c'est réel. C'est réel. Aux États-Unis, ça a pris une ampleur qui est démentielle. On l'a vu lors de nos dernières élections présidentielles, on l'a vu en Catalogne, on l'a vu au moment du Brexit. Ce sont des réalités. Et si on ne fait rien aujourd'hui, demain, ce sera pire. Il est là le constat. À partir de là, la proposition de loi, elle suscite le débat, mais elle apporte déjà des réponses. Responsabiliser les plateformes en leur imposant un représentant légal. Les obliger à plus de transparence financière. Leur imposer des devoirs de coopération. Augmenter les pouvoirs du CSA, avec les limites qui sont celles posées dans la loi. Dire qu'il faut investir dans le volet éducatif, tout ça, pour moi, ça n'est pas du symbole, ce sont de vraies actions. Alors, ce n'est peut-être pas la panacée, là encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais ce sont déjà de bonnes premières mesures et il faut continuer le travail avec les GAFA, effectivement, le travail avec l'éducation nationale, encore une fois, mais on ne peut pas, ne disons pas que cette proposition-là ne fait rien. S'il y a une polémique, et elle peut exister, elle nécessite de rentrer dans le contexte juridique, dans le contexte technique. Là, je suis navrée, mais je perds un peu les gens. Et elle est peut-être là aussi la difficulté, c'est que en expliquant ce que l'on fait concrètement, juridiquement, c'est plus compliqué, malheureusement, et les idées reçues se propagent plus vite. Alors, nous avons une question qui est juste devant monsieur. Je vous en prie. Fabrice Muxy, je suis enseignant en droit public. Alors, pour rebondir très très brièvement sur ce que vous disiez, on voit bien qu'aujourd'hui, et ça a été théorisé par certains philosophes, on est dans une société liquide. Donc le concept de verticalité, on le réintroduit dans la politique, mais il disparaît, et on le voit notamment dans l'enseignement, sur toutes les autres scènes. Toutes les paroles se valent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bon. Alors, il faut quand même... Moi, je suis juriste, donc je suis assez stupide, et je raisonne donc avec des concepts. Je regarde une définition, enfin un mot, j'essaie de lui donner une définition, et de le plaquer dans une case. On va reconnaître aux députés une qualité, c'est d'avoir d'abord... préféré par les Français, c'est quand même le moins de la part du législateur, et préciser le terme de fake news, alors qu'en français on pourrait dire bobard, et justement on parle de manipulation. Donc il y a un élément intentionnel, ça nous renvoie au droit pénal, bref, on va pas faire un cours de droit pénal. Donc, mais ça pose quand même la question de ce qu'est une fake news. Moi je me dis que, et on peut souligner les progrès, mais ce juge français, ce juge des référés, comme l'a dit Madame la députée, il va falloir que le plaignant, celui qui saisit le juge, démontre les faits imputés. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc on peut se poser la question de l'efficacité de ce juge. Ensuite, ce juge, et tu y as répondu, il va agir uniquement pour la France. Alors on peut souligner la limite, on peut souligner aussi l'effort. Question de point de vue. Après, quand même, quels sont les moyens et quelles sont les fins, surtout? C'est-à-dire que moi, je suis assez inquiet, parce que je trouve que cette loi, elle est profondément illibérale, pour ne pas dire anti-libérale. Alors,
franchement, il y a aussi quelque chose au-delà du CSA, qui est un bon régulateur, et qui s'appelle aussi le bon sens. Partir du principe que ce sont les fake news qui ont fait le Brexit ou qui ont fait élire Trump, c'est ne rien comprendre à la sociologie électorale et à ce qui s'est produit. C'est ne rien comprendre à la rupture, d'une certaine manière, et sans faire trop caricatural, entre les élites et la population. Hein, la révolte du petit blanc, le Yankee, etc. Donc, une question en une phrase qui va sembler complètement anecdotique, mais qui, si à mon avis on en perçoit le sous-entendu, est lourde de sens. Pourquoi une proposition de loi au lieu d'un projet de loi? C'est-à-dire, pourquoi, pour les constitutionnalistes, pourquoi une loi présentée par les députés au lieu qu'elle le soit directement par le gouvernement, et donc soutenue? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, sous-entendu, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité ou de projet mal assumé, alors que c'était revendiqué dès le départ? Alors, non. Article 34 de la Constitution, puisque vous êtes publiciste, le Parlement vote la loi et l'élabore. Donc je revendique la liberté pour les parlementaires de déposer des propositions de loi, et heureusement. Et d'ailleurs, dans la réforme de la Constitution, on fera en sorte d'être doté de vraies agences d'évaluation là-dessus. Sur ce que vous avez dit, on ne lutte pas contre les fausses informations, on lutte contre leur diffusion. On ne dit pas que le Brexit a fait que l'Angleterre a décidé de partir ou que Trump a été élu, etc. Non, ce qu'on dit, c'est que ça a une influence sur le scrutin. Des gens, c'est différent. Là, il y a de vraies nuances. Il faut faire attention. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque que cette loi soit retoquée par le Conseil constitutionnel? Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Moi, j'ai été extrêmement consciencieuse en mettant justement en balance tous les principes qui étaient en jeu, et notamment la liberté d'expression. Je prends toujours modèle de la loi de 1880, qui, elle aussi, dans ces débats, a été extrêmement véhémente et très virulente. Et même encore 10 ans après, je suis retombée sur un discours d'un avocat général qui disait, donc en 1891, qui disait qu'il fallait supprimer la loi de 1880, qu'elle ne servait à rien. Donc, je pense que les choses prennent du temps. Mais vraiment, on a fait très attention à protéger la liberté d'expression, à encadrer le dispositif du juge des référés dans le temps et dans son champ d'intervention. Et puis le reste des propositions, puisque la loi ne contient pas que cela, le reste des propositions, elles, ne touchent à aucun autre principe, si ce n'est la liberté d'entreprendre ou de commercer des plateformes. Mais là, on estime qu'on est tout à fait capable de pouvoir leur imposer des règles et d'être en même temps conforme au droit européen. Question brièvement. Oui, monsieur? S'il vous plaît, on va vous donner un micro dans un petit instant. Merci, bonjour, je suis François Bouillet, je suis enseignant dans le secondaire et je travaille avec des classes sur l'éducation aux médias. Et je voudrais faire quelques remarques pour parler plus concrètement de l'éducation aux médias, qui aujourd'hui, il y a une véritable volonté, surtout évidemment après la série d'attentats, d'aller parler aux jeunes des médias, qui est relayée par le ministère, notamment le CLEMI aussi, qui travaille avec l'éducation nationale. Il y a beaucoup de journalistes, Thomas par exemple, qui se déplacent dans les classes pour venir en parler. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être, c'est concrètement essayer de construire un véritable savoir scolaire autour des médias. Et je crois que j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit par rapport à la philosophie. Je crois que c'est vraiment transdisciplinaire. Aujourd'hui, la logique, c'est de faire du transdisciplinaire, donc de mobiliser l'histoire-géographie, la philosophie, les sciences. Et je pense qu'on peut beaucoup travailler là-dessus. Cela dit, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à la construction d'une discipline en tant que telle. Ça serait très mauvais. Je crois qu'il faut qu'on se partage les savoirs. Par contre, il est clair qu'il faut une certification. Enfin, j'essaie d'être concret, disons qu'il faudrait construire une certification qui soit évaluable. Parce qu'à l'éducation nationale, quand on n'évalue pas, ça passe pas. C'est pas suffisant. Donc, ce qu'il faudrait, c'est construire une certification concernant l'éducation aux médias qui puisse être évaluée. On va réformer bientôt le baccalauréat. Ça serait bien qu'on y pense dès maintenant. Et que d'une manière pluridisciplinaire, on parle des profs de philo, des profs d'histoire et des profs de sciences, on puisse aboutir à la constitution d'un programme et des savoirs qui peuvent être évalués. Sinon, ça passera pas. Ça sera, à mon avis, un pansement sur une jambe de bois. Il y a beaucoup de bonne volonté, j'en vois devant moi. Mais bon, voilà, les interventions extérieures, c'est bien. Mais pour construire d'une chose dans la durée et que ça aboutisse vraiment à améliorer le rapport à l'information d'une génération, il faut que ça entre
vraiment dans l'éducation, dans le cœur du système éducatif. Qu'est-ce que vous appelez une certification? C'est Alors, qui est voilà. quoi, une heure de cours par semaine? Non, c'est ce genre de choses? C'est quoi? Certification, c'est les options au bac. Que ce soit une option au bac, alors on sait que ça va devenir de plus en plus optionnel. Je crois que ça pourrait intervenir dans ce système ou dans cet écosystème, puisqu'on parle beaucoup de ça. Ça se fait par exemple aujourd'hui pour une matière comme le droit. Il y a une certification en droit au baccalauréat pour les sections L. Il y a aussi des certifications internationales, ça s'appelle la DNL, où on passe certaines épreuves en anglais ou dans d'autres langues. Donc tout ça, il y a quand même des choses et des pistes qu'il faut absolument exploiter et qu'il faut vraiment traduire en enseignement qui devienne un peu systématique. Parce qu'aujourd'hui, à part des initiatives personnelles, moi je le fais à titre personnel dans le cadre d'enseignement exploratoire de seconde, où je fais venir des journalistes, bon voilà. Mais franchement, ça n'a pas l'ampleur que ça devrait avoir par rapport aux enjeux, parce qu'on parle beaucoup d'éducation, mais on n'a pas beaucoup parlé concrètement comment on fait pour intégrer ça dans le système éducatif. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Bien sûr, on va vous répondre. Est-ce que quelqu'un veut... Oui ? Je veux juste mettre le point sur un point que vous avez soulevé, mettre l'accent, merci. Mettre l'accent sur ce point, c'est que on est à l'AFP, on parle vraiment des médias, mais je pense que c'est vraiment très important de parler de cette transdisciplinarité. Moi, je pense qu'il ne faut pas seulement une éducation aux médias, mais plutôt une éducation à l'acquisition de l'information. C'est-à-dire que ça soit comment est-ce qu'on apprend, parce que on parle du vrai et du faux, de fake news, on ne sait pas tout le temps qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et c'est important d'apprendre aux gens d'avoir cette notion de facteur de confiance. C'est-à-dire j'ai cette opinion, mais je suis convaincu de mon opinion à 30% ou à 40%, de ne plus être dans cette binarité de vrai et de faux, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un problème qui est transdisciplinaire. Ça touche aux sciences, ça touche à l'écologie, ça touche à l'information politique, et on a vraiment besoin de cette redéfinition de comment est-ce qu'on acquiert de l'information, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment est-ce qu'on forme une opinion, et comment ne pas être sûr. Comment vivre dans une sorte de doute? Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que quand on apprend le doute aux gens, si on ne leur donne pas une alternative, ça ne marche pas très très bien. Donc c'était juste pour faire le point sur ça. Et pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, dans les classes, c'est l'un des messages qu'on essaie de faire passer le plus possible aux jeunes, c'est que quand ils essayent de vérifier une information et qu'ils n'y arrivent pas, bon déjà ils doivent pas la partager, que quand ils partagent quelque chose, ça serait bien qu'ils l'aient lu avant, qu'ils fassent pas comme les 70% de gens qui partagent des choses sur Internet et qui ne l'ont pas lu avant. Mais en fait, c'est l'idée, et ça va complètement dans ce que vous dites, c'est l'idée d'être capable, à un moment ou à un autre, de suspendre son jugement. Et dans un monde de l'instantanéité, de la transmission, de l'information et tout, en fait, il y a une vraie possibilité de lutter contre ces phénomènes, c'est juste de ne pas partager. C'est avant tout un comportement individuel de quelqu'un qui va liker, partager, utiliser ces plateformes, quel que soit le sujet dont il parle. Mais je crois que mais c'est pas que notre faute à nous, c'est aussi parce que ces outils sont conçus comme ça. Les outils technologiques qu'on utilise aujourd'hui, ils font beaucoup plus appel à notre cerveau instinctif qu'à notre cerveau délibératif. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est une volonté y compris de nous, peut-être pas de nous enfermer, mais de faire en sorte qu'on va rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Et c'est là il y a une espèce de forme de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout à l'autorégulation des plateformes, vous l'avez compris, mais je ne le crois pas pour des raisons idéologiques, je le crois pour des raisons économiques. L'intérêt de Facebook, c'est de vous maintenir sur sa plateforme. Plus vous êtes engagé sur une thématique, plus vous allez rester sur la plateforme, plus vous allez partager du contenu, plus vous allez être actif. Donc finalement, Facebook n'a pas intérêt à ce que vous soyez indécis pour son modèle économique. Il n'a pas intérêt à ce que vous soyez désintéressé. Il a intérêt à ce que vous soyez passionné. Et c'est quand vous êtes passionné qu'il arrive, lui, à bénéficier de votre passion pour sa plateforme. Donc il faut bien comprendre que tout ça est aussi un univers économique dans lequel il y a des choix rationnels cette fois-ci qui sont faits par des gens qui ont les clés de nos comportements. Et donc voilà. Et donc quelque part, le meilleur conseil qu'on pourrait peut-être donner aujourd'hui aux jeunes, c'est d'être capable de dire attends, je sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave de pas savoir. C'est pas grave. Tu vas pas dire un truc génial, mais surtout tu vas éviter de dire une grosse connerie. Et ça peut faire toute la différence. Merci beaucoup à tous les 6. On va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette journée, de cet événement.